Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, volume 5, seconde partie. Donc on reprend avec un meilleur cadrage ce coup-ci. Voilà, je vous prie de m'excuser pour ce cadrage un peu hasardeux pour la première partie de la vidéo. Et donc on continue la présentation du livre. Une figure de premier plan, Raoul de Périco, qui a été chef départemental du SOL, puis de la milice, pendant une longue période, ce qui n'est pas coutume, c'est-à-dire de mars 42, la création du SOL dans les départements, à avril 44. Voilà, et puis après il est passé chef régional de la milice à Toulouse, de mai à août 44. Donc monsieur plutôt bien considéré par ses contemporains, comme j'ai pu le voir. Voilà, une personne qu'il a connue le décrit comme tel. De Périco a toujours été un homme d'une honnêteté remarquable et d'une droiture quasi légendaire dans les milieux sportifs. Je ne dirais assez la peine que j'ai à le voir être allé aussi loin, alors que, sous d'autres influences, il aurait pu à l'origine se lancer tout aussi bien dans la résistance, où il aurait fait un chef de maquis extraordinaire. Et là, nous l'aurions suivi aveuglément. Il a fini dans la Charlemagne, docteur, Obsturmführer, à la tête de la compagnie d'état-major du régiment 58. Il a failli perdre la vie en Poméranie. C'était pas passé loin. Raoul Petit, qui était délégué aux questions ouvrières et professionnelles de la milice pour toute la zone nord. Donc voilà, il a occupé un poste à Paris en 1944. Avant cela, il occupait un poste en Dordogne, un peu dans le même style, mais au niveau départemental. On peut le considérer un peu comme une sorte de délégué syndical. Voilà, son activité s'en rapproche du moins. Il a eu une lettre à décharge d'une personnalité nommée Charles Serre, bon, bien oublié aujourd'hui, mais voilà, qui est l'un des 8 compagnons de la libération de Dordogne. Voilà, l'un des 8. Et sur les 8, ce fut, je crois, le seul résistant vraiment à l'avoir reçu. Les 7 autres, c'était des militaires de la France libre et de l'armée d'Afrique. Voilà, c'est le seul FFI, enfin le seul résistant, on va dire, intérieur à avoir été compagnon de la libération en Dordogne. Donc il écrit une lettre au président de la Cour de justice. Je vous laisse brièvement la lettre. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez la lire en détail. Théron de Montaugé, voilà, une vieille famille bourgeoise de Toulouse depuis le XVIIIe siècle, qui avait un vaste domaine de 42 hectares au niveau d'aujourd'hui du supermarché Auchan, à Balma. Donc ça parlera aux Toulousains. Donc c'était, voilà, il avait une bastide qui existe encore, avec un grand domaine tout autour, qui a été vendu dans les années 60 pour faire le supermarché qui s'appelait à l'époque Super Suma, qui deviendra ensuite Auchan, enfin Mammouth puis Auchan. Et donc voilà, Théron de Montaugé, chef franc-garde bénévole à Toulouse, puis dans la franc-garde permanente en Ariège, et enfin probablement dans la Charlemagne. La partie Haute-Garonne. Alors on commence avec ceux dont je n'ai pu trouver le dossier en justice, voilà, en Haute-Garonne. Donc soit ils ont été jugés ailleurs, ce qui est possible pour X raisons, soit ils n'ont pas été jugés, ce qui est assez rare, ou alors ils ont bénéficié d'un non-lieu, ce qui n'est pas impossible pour certains. Et bon voilà, je ne me suis pas farci les dossiers de non-lieu
qui se trouve voilà, dans les archives. J'ai déjà eu énormément à faire avec la Cour de justice et la Chambre civique, sans en plus aller chercher le sous-menu fretin dans les dossiers de non-lieu, qui sont en plus extrêmement maigres, 1 ou 2 pages en général, enfin guère plus. Donc voilà, la liste des bonhommes qui ont été souvent petits cadres dans le sol ou la milice, chef de trentaine ou chef de section PPF, ce genre de trucs. Donc plusieurs pages, quand même. Ou certains bah, ils n'ont pas eu de dossier parce que tout simplement ils sont morts avant la libération, assassinés ou morts au combat dans la milice, ça peut arriver. Donc forcément il n'y a pas eu de dossier, l'action publique étant éteinte. Donc je les mets parfois ici. Voilà. Ensuite, une liste des gens collaborationnistes qui ont été fusillés. Elle ne prétend absolument pas être exhaustive. Voilà, j'ai 2 pages entières pour la Haute-Garonne, mais bon voilà, ça c'est les profils secondaires, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu de poste, on va dire, important, ou un petit peu important. Et bien je les mets quand même ici, parce qu'ils ont quand même payé de leur vie, donc c'est utile, je trouve, d'en parler brièvement. Arnus de Ferrer, officier de la LVF, puis qui est ensuite passé au service du SD, en Haute-Garonne. Donc c'est un officier, bon, on retrouve brièvement son nom dans les livres sur la LVF, mais on ne savait quasiment rien de lui, vraiment, hein, c'était... sa biographie est parue dans un de mes livres précédents, mais elle était extrêmement maigre. Mais là, pour le coup, elle est largement augmentée. Donc un aventurier, hein, vraiment un homme qui ne connaissait pas le repos, voilà, qui a trouvé refuge en Espagne en août 44. Il a continué de faire un peu d'espionnage, sans doute pour le compte des Allemands ou des Espagnols, on ne sait pas trop, qui l'ont arrêté d'ailleurs en février 45, avant de le relâcher. Puis voilà, extradé en France et jugé. Bon, le monsieur est un peu mythomane, hein. Dans son dossier, il aggrave son cas et il s'attribue la croix de fer 2e et 1re classe. Ce qui est peu probable, notamment pour la 1re classe, qui a été attribuée moins de 10 fois à la LVF. Barthes. Voilà une magnifique photo en couleur sur la couverture et que vous pourrez trouver dans ma page officielle. Alors en noir et blanc, mais malheureusement, heureusement, elle est en couleur sur mon site, donc un volontaire de la LVF. Maurice Darnaud, un officier très décoré, Saint-Cyr, guerre 14-18. Voilà, colonel, membre du PPF et délégué régional de l'LVF de juillet à septembre 41. Donc il a démissionné assez vite. Et son fils Robert Darnaud est une grande figure de la résistance intérieure dans le sud-ouest. Vous pouvez le retrouver sur Google ou sur Wikipédia. Donc dans les familles, voilà, ce genre de cas n'est pas rare. Henri Frossard, voilà, une des figures les plus connues du livre, on va dire. L'un de ceux qui a été cité plusieurs fois dans certains ouvrages, hein, chef départemental SOL et milice. Un fusil après la guerre. Allez, je passe un peu vite. Alors, je m'attarde vite fait sur Jean Neveu, voilà, un officier de la LVF, et brièvement de la Waffen-SS à la fin de la guerre, même si, vu qu'il était blessé, il n'a été que versé dans les cadres, mais voilà, il n'a tenu aucun poste, aucun rôle dans la division Charlemagne. Donc l'un des plus décorés de la LVF. Voilà, il a été décoré de la Croix de Fer 1re classe, comme je disais, très peu attribuée. Et également voilà, une attitude courageuse en 40, où il était sous-lieutenant, chef de section.
sur le front, et notamment à Dunkerque, avec un superbe témoignage de son officier supérieur en 40. Ce monsieur, voilà, il est entré dans les ordres à sa libération de prison en 49, à l'abbaye de Cîteaux. Et il y est mort longtemps après, en 98. Un autre officier de l'LVF qui a trouvé la mort en 44 dans la bataille de Bobre. En juin 44, quand l'armée soviétique a littéralement défoncé l'armée allemande sur tout l'ensemble du front de l'Est. L'LVF s'est retrouvé en première ligne l'espace de quelques jours et a perdu un certain nombre d'hommes à ce moment-là. Un autre officier de la LVF, qui a tenu plein de postes, voilà, il a été sous-off dans l'organisation TOD, Schutzkommando, chef théorique de la Franc-Garde à Haute-Rive, puis surtout du groupe d'action pour la justice sociale du PPF. Donc ce groupe qui ont été formés voilà, par des militants PPF en 1944. Qui consistait à escorter ou traquer les réfractaires, garder certains bâtiments officiels, et puis à la fin vraiment une unité policière plus ou moins affiliée au SD. Voilà, président régional du groupe Collaboration, qui a aussi pas mal de témoignages à décharge. Voilà, ce n'était pas un sanguinaire, comme on voudrait nous le faire croire systématiquement. Voilà, une correspondance très intéressante d'un volontaire français de la SS, qui dénote bien l'état d'esprit. Voilà, j'ai tenu à la retranscrire, car elle veut dire beaucoup. On passe à l'Ariège, même schéma. Alors pour l'Ariège, c'est aussi parce que bon nombre d'entre eux se sont fait tuer avant la libération ou exécutés sommairement un peu après par des tribunaux improvisés. Donc il y a eu un certain nombre de morts. Très belle photo de ce responsable de la LVF et du PPF à Pagny. On parlait du groupe d'action pour la justice sociale tout à l'heure. Voilà le chef pour l'Ariège. Enfin l'un des deux chefs, parce qu'ils étaient deux responsables, on va dire. Certains volontaires ont réussi à s'engager dans la Légion étrangère, ou même dans l'armée après la guerre. Et ils ont combattu avec brio en Indochine, comme lui, la Pierre Dubu. Deux citations. Allez, je vous lis sa citation à l'ordre de la division, en décembre 1946. Jeune, gradé, énergique et plein d'allant, toujours sur la brèche dans le quartier de Tainin, s'est brillamment distingué à 2 reprises. Le 4 août 1946, sur la route de Kompongcham, a permis la sauvegarde d'un convoi en arrêtant en excellente position l'automitrailleuse qui conduisait et en dirigeant lui-même le tir au canon et à la mitrailleuse. Le 9 août, sur la route de Kamjang, en défendant vaillamment son scout-car, tombé dans une embuscade, a abattu à la mitrailleuse 6 adversaires, dont 2 étaient parvenus à bondir sur le véhicule. Une femme, voilà, infirmière pour la Croix-Rouge allemande, pour la Waffen-SS française. L'une des 2 femmes de mes 5 volumes. Donc ce n'est pas que je snob a priori les profils féminins, mais vu que je me focalise sur les chefs et ceux qui avaient un rôle même théorique important, elles sont assez peu nombreuses. Elles étaient inscrites dans les mouvements, PPF ou milice, mais elles avaient un rôle très effacé. Souvent parce qu'elle suivait un mari ou un père. Voilà, un profil très, très intéressant et très triste. Elle a été en cavale après la guerre à Paris, où elle a perdu ses deux enfants.
car voilà, on mangeait pas toujours à sa faim à l'époque, et le stress voilà, de la cavale, quoi, fait que cette pauvre femme voilà, a perdu ses enfants juste après la guerre. Bon, le second est mort avant terme, et le deuxième n'avait même pas 2 ans. Il y aurait beaucoup à dire, hein. Là je passe un peu vite, on passe au Tarn. Ouais, je suis désolé, je passe un peu vite. Je m'arrête quand même sur lui, là, Léo Vachnadze, d'origine géorgienne. Réfugié en France avec sa famille, sans doute dans les années 30, pendant la période stalinienne. Et volontaire de la LVF en 41, probablement l'un des plus jeunes, hein, il avait 15 ans. Bon, démobilisé sans doute en 42. Puis ensuite il a eu une activité dans le Tarn en 44, plus ou moins de guide. Bon bref. Voilà, il s'est engagé lui aussi dans la Légion étrangère. Et il a été décoré. Jeune légionnaire ardent et courageux, a fait preuve d'une belle bravoure en maintes occasions, et plus particulièrement le 15 avril 1945 à Langenbrand, dans un combat sous bois où il se distingua splendidement à une contre-attaque ennemie, et par la suite en restant un guetteur sous un violent bombardement, avec un calme imperturbable, toujours volontaire pour les patrouilles les plus dangereuses. Cette photo, je l'aime bien, voilà, c'est l'un des plus jeunes volontaires, avec l'un des plus vieux volontaires de la LVF de 41. Le sergent Colas de Gournay, qui avait presque 60 ans. On finit par le Tarn et Garonne. Voilà, donc plusieurs d'entre eux exécutés. Hein. Les annexes, on finit par la liste des maigres, enfin une très maigre biographie de volontaires LVF et SS jugés par le tribunal militaire de Toulouse. Donc on n'a pas grand chose, hein, l'état civil, bref parcours, condamnation, parce que leur dossier de tous ces bonhommes doit se trouver au blanc, les archives de la justice militaire, voilà, et pas à Toulouse. Mais bon, c'est quand même utile de les avoir ici. Oui, donc le règlement de l'avant-garde en annexe également. L'avant-garde, la branche jeunesse de la milice. Et enfin, des lettres de démission de miliciens de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Miliciens du rang, voilà. C'est très intéressant, ça permet de voir les raisons profondes, la mentalité un peu voilà, de l'époque. Il s'explique pourquoi ils ont adhéré, pourquoi ils démissionnent. Et c'est fort utile de retranscrire ces documents. On a terminé, je vous remercie, je vous dis à bientôt.